à lieu exceptionnel, événement exceptionnel. L'événement, c'est ici, au Katanga, dans cette bâtisse, ce gouvernorat Pempan Neuf, installé ici à Lubumbashi. Et nous sommes ici. Nous avons fait les déplacements pour rencontrer le maître des lieux, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, qui est notre invité. Monsieur le gouverneur, je vous invite à venir me rejoindre sur ce plateau. Stop, monsieur le gouverneur. Stop parce que nous sommes obligés de respecter la distanciation, ces mesures barrières que vous appliquez, j'espère, ici, parce que nous sommes à distance acceptable. Je vous autorise à enlever votre masque. Et voilà, et je garde aussi mon masque à moi parce que c'est très important. Monsieur le gouverneur, je suis très content d'être reçu ici chez vous. Cette bâtisse flambant neuve, et vous êtes là pour nous recevoir. Est-ce qu'on peut se sentir bien chez vous? Merci beaucoup, monsieur Jean-Marie Kassamba. Sentez-vous à l'aise. Vous êtes à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, chez nous comme chez vous. Et vous voyez déjà l'atmosphère d'une ville qui vous accueille avec joie. Merci beaucoup, Antoine, monsieur le gouverneur, parce que ceux qui nous regardent à travers le monde rêvent d'avoir des éléments, des précisions de ce qui se passe ici au Katanga. Nous avons fait le tour à la fois de la ville de Lubumbashi, mais également de la province. Nous avons appris beaucoup de choses. Alors, installez-vous sur ce fauteuil qui va nous permettre d'avoir l'esprit en place et pour vous poser des questions. Vous êtes accompagné, pour ne pas dire assisté, de votre directeur de cabinet jusqu'en filigrane derrière vous, sous l'œil bienveillant du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, installé dans votre bureau juste derrière. Et ici même, dans ces grands bureaux aux couleurs nationales, question beaucoup plus précise que je vous pose, monsieur le gouverneur. Quand vous êtes venu ici, installé comme gouverneur, quel pressentiment vous avez, vous qui êtes natif de Likasi, à quelques 80 ou 100 km d'ici? Oui, en fait, je me suis retrouvé gouverneur de cette province. Avant d'être gouverneur, j'ai été ministre de Finances. Et donc, le cadre, il m'est habituel. Mais le sentiment, il est particulier. C'est un sentiment de l'accomplissement d'un destin. Donc, je vois mon destin en train de s'accomplir. Donc, je rends gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, parce que c'est lui le maître des temps et circonstances. Et ce qu'il promet, il accomplit toujours. Alors, moi, j'ai fait un peu les déplacements de Likasi. Vous êtes natif de là-bas. Je me suis un peu intéressé à vous, à votre jeunesse, comment vous avez grandi là-bas. Les témoignages qu'on a pu recueillir, c'est que on nous explique que le jeune Jacques Kabula Katwe était plutôt taciturne, appliqué à l'école, mais ambitieux, organisé. C'était comme ça tous les jours ou c'est vos parents qui ont collaboré, plutôt contribué à cela? Bon, en fait, il faut d'abord relever le fait que je suis né à Lubumbashi et j'ai grandi à Likasi parce que mon père devrait travailler à la Gécamine, Chituru à Likasi, et c'est à partir de Likasi que j'ai commencé mes études primaires ainsi que secondaires. J'ai étudié au collège Toutazami chez le prêtre Zavérien, chez le frère Zavérien. Alors, ceux que vous avez interrogés vous ont rendu témoignage sur ma façon de me comporter quand j'étais encore élève. Et c'est vrai, j'étais animé par un sens d'organisation et plus aussi la promotion des valeurs me préoccupait. J'ai cru qu'un homme devrait se bâtir déjà, c'est-à-dire se façonner un caractère déjà dès le départ. Et c'est ce que j'ai fait quand j'étais encore tout jeune. J'ai créé une association des collégiens qui combattaient les antivaleurs. Parce que j'ai compris que le problème de notre pays, c'était un problème d'hommes,
Un problème d'homme, ça veut dire qu'il faudrait que ceux-là qui dirigent la chose publique soient animés des valeurs. Parce que lors de la gestion de la chose publique, on sera affronté à des difficultés, et lesquelles difficultés sont de nature à remettre les valeurs en cause. Et donc, avoir le pouvoir aujourd'hui comme gouverneur, ce n'est pas ce qui est essentiel. Mais ce qui est essentiel, c'est ce que je vais faire de ces pouvoirs. Est-ce que j'ai des valeurs humaines qui me permettent de résister et de gérer la chose comme il se doit? Et donc, j'ai pris tout mon temps. Non seulement l'école m'a façonné, non seulement mon père m'a façonné, mais aussi j'ai pris tout le temps à me façonner moi-même aussi, et en cultivant plus les valeurs. Alors, parlons justement un peu de cette fondation que vous avez installée à Kolwezi. Moi, plutôt à Likassi, je suis allé à Likassi. J'ai même échangé avec les animateurs de cette fondation. L'objectif, c'est d'aider vos compatriotes de votre ville où vous avez grandi, ou c'est de vous faire un nom qui va d'abord rayonner au sein de la province, ensuite plutôt de la ville de Likassi et au-delà de la ville de Likassi dans cette grande province du Haut-Katanga. C'est quoi l'objectif de cette fondation, Jacques Aboulay Kato? Oui, l'objectif de la fondation, c'est tout simplement le souci de répondre aux besoins d'un acteur de développement. En fait, le développement d'une nation, d'un pays, ce n'est pas seulement de l'apanage du gouvernement. Le gouvernement peut faire les routes, mais le gouvernement ne peut pas tout faire. Les maisons des privés, ce sont les privés qui les construisent. Et donc, il faudrait que chacun de nous participe au développement. Et moi aussi, j'ai compris en tant qu'acteur politique que ce qui était important, premièrement, c'était de m'exercer à résoudre les problèmes de mes concitoyens. Les problèmes de mes concitoyens, pas seulement que l'État doit le faire, mais aussi moi, en tant qu'individu, j'ai pu le faire. Offrir un puits d'eau à la population pour que la population ait accès à l'eau potable, je sais le faire. Parce que chez moi, à la maison, je l'ai fait. Donc, je peux le faire aussi vis-à-vis de mes compatriotes. C'est comme ça que j'ai créé cette fondation qui est de nature à me permettre de venir en aide à la population. Non seulement venir en aide, mais j'ai aussi assuré plusieurs formations de métiers pour que la jeunesse de Likassi apprenne à faire de métier. Et aujourd'hui, j'ai des bons témoignages des gens qui ont été engagés dans des entreprises qui travaillent. C'est les saluts de tous leurs ménages. Donc, je crois qu'en tant qu'acteur de développement, je devrais absolument m'appuyer sur ma fondation pour participer à la résolution des problèmes. Alors, parlons, parce que vous êtes un homme politique, vous avez été adoubé par le PPRD. Est-ce qu'il y a un antagonisme, une contradiction entre la fondation et le parti qui est le PPRD? Ou il y a une complémentarité? Non, il y a une complémentarité. Le parti politique a comme mission de conquérir le pouvoir et l'exercer le plus longtemps possible pour l'intérêt général de la population. Et moi, en tant que fondation, je n'ai pas l'ambition de conquérir le pouvoir, mais j'ai l'ambition de servir. Une église a l'ambition aussi de servir. Les organisations non gouvernementales, ASBEL, ont pour vocation servir. Et donc tous, nous avons quelque chose en commun, c'est servir. Donc nous sommes en train de créer une certaine complémentarité par rapport aux partis qui cherchent à conquérir le pouvoir. Donc raison pour laquelle je suis responsable de ma fondation, mais je suis aussi responsable de mon parti au niveau de la province. Et les deux ne se contredisent pas. Alors parlons-en maintenant de cette province. Vous avez été, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ministre des Finances. Vous avez connu quasiment tous les gouverneurs qui se sont succédés ici. En arrivant à ces fauteuils, qu'avez-vous eu comme première priorité? Est-ce que c'est plus les infrastructures? C'est plus du social? C'est plus de l'économie? C'est plus de quoi en présentant votre programme au niveau de l'Assemblée provinciale? Bon, en fait, il faudrait d'abord dire que la priorité d'une action politique, c'est la population. La population, ça veut dire, lorsque vous parlez du social, nous voyons la réponse que nous donnons aux problèmes de la population.
quand je suis arrivé comme gouverneur, la première des choses, je me suis interrogé à comprendre quel était le problème réel de la population. Heureusement, j'ai commencé ici comme directeur de cabinet d'un gouverneur. Ah, vous étiez directeur de cabinet? Directeur de cabinet. OK. En étant directeur de cabinet, j'ai commencé à concentrer tous les besoins. En tant que directeur de cabinet, j'ai commencé à m'imprégner des besoins réels. Mais avant même cela, j'étais dans une société minière où j'étais responsable du social. Le social, ça voudrait dire que j'étais en contact direct avec la population et au quotidien. J'ai compris que le problème de la population, ce sont des problèmes liés à l'eau, à l'environnement, l'éducation, la santé, les infrastructures, l'agriculture. Donc, c'est ça. Et ça, j'ai compris avant même d'être directeur de cabinet. Mais quand j'ai été directeur de cabinet, j'ai compris comment les différents services autour du gouverneur pouvaient s'interconnecter pour que le gouverneur donne des solutions aux problèmes de la population. Et j'ai compris comment ça fonctionnait. Après cela, j'étais responsable d'un service collecteur des recettes, le péage. Et après, j'ai été ministre des Finances. Donc, j'ai compris comment mobiliser et maximiser les recettes. Donc, pour un dirigeant, lorsque vous êtes gouverneur, la première des choses comme priorité, c'est vrai, c'est la population. La population a ses problèmes, mais il faut trouver des solutions. Trouver des solutions, ça veut dire qu'il faut mobiliser les recettes pour répondre aux problèmes de la population. Et alors, l'avantage que j'avais, c'est que j'ai pu maîtriser au moins les circuits de collecte des recettes. Donc la mobilisation des recettes me paraît si facile parce que je connaissais déjà les circuits, raison pour laquelle en laps de temps, c'est-à-dire d'une période d'une année, j'ai pu faire ce que j'ai fait parce que tout simplement, je savais comment mobiliser les recettes. Alors justement, monsieur le gouverneur, beaucoup de provinces rencontrent des difficultés en ce moment. Il n'y a pas de rétrocession, il n'y a pas parfois avec cette pandémie beaucoup plus de production. Quand on arrive au Haut-Katanga, à Lubumbashi, en un an, on trouve il y a un foisonnement des travaux, des réalisations. Alors, question un peu indiscrète entre nous, où est-ce que vous trouvez l'argent? Bon, en fait, le tout relève de l'organisation, mais au-delà de l'aspect de l'organisation, il y a un aspect particulier, c'est que la province du Haut-Katanga, c'est une province minière, c'est une province potentiellement riche, comme on le dit, mais une population très pauvre et des infrastructures aussi qui ne répondent pas. Alors, c'était un défi pour moi. Je me suis dit, il faut une intelligence pour transformer les conditions de vie. Et cette intelligence, c'est qu'il faut comprendre comment les choses se passent et il faut innover et il faut capitaliser pour arriver à la mobilisation des recettes. Certes, le pouvoir central est en train de fournir des efforts pour nous rétrocéder ce qui nous revient de droit, mais nous comprenons aussi les difficultés. Mais ça n'arrive pas encore, ce qui bloque beaucoup de provinces. Effectivement, nous connaissons aussi les difficultés que rencontre le gouvernement national, mais à notre niveau, nous avons compris qu'il y a des actes qui nous sont reconnus totalement. Alors, il faut arriver à capter tous les actes générateurs de recettes qui nous sont reconnus. Nous avons l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs. Nous avons un avantage d'avoir une ville déjà bâtie et qui est en train de se construire. Alors, j'ai mis plus d'accent sur ça. Et la présence aussi des mines, évidemment, c'est de voir aussi comment tirer les profits, bien sûr, à l'avantage de notre organisation qui est le pouvoir étatique. Alors, est-ce que vous appliquez ici le partenariat public-privé? Est-ce que ça marche un peu plus qu'ailleurs ou c'est votre personnalité qui joue un peu? Parce que vous avez mobilisé les recettes autrefois, les moyens autrefois financiers. Est-ce que ce partenariat marche un peu plus ici qu'ailleurs? Bon, en fait, le partenariat public a bien sûr, certains projets, oui, le partenariat public réussit, mais le plus souvent, c'est l'État lui-même qui doit s'assumer au niveau du gouvernement provincial. Nous-mêmes, nous assumons. Alors, le secret, c'est quoi? Le secret, comme j'ai eu à vous le dire, il faut capitaliser, il faut mobiliser les recettes, avoir d'abord la connaissance des finances publiques et capitaliser cela.
Mais il faut aussi être en mesure de mieux dépenser. Mieux dépenser. Mieux dépenser. Mieux dépenser, ça veut dire quoi? Il faut mettre des garde-fous. Là où les collaborateurs, premièrement, qui mobilisent, qui captent les recettes, n'ont pas droit à des fuites, tout ça. On réduit sensiblement des fuites. L'écoulage. L'écoulage des recettes. Et on a aussi maintenant les recettes et on voit comment capitaliser en termes de dépenses. Donc on ne dépense pas follement. Mais aussi ici chez moi, l'innovation, c'est que il y a, je ne touche même pas aux recettes. Donc déjà dès le départ, dès que le budget est adopté, je sais que j'ai programmé telle route, j'ai programmé telle infrastructure, j'ai programmé telle activité sur le plan agricole ou éducationnel. Alors, je donne déjà les instructions déjà à des banques pour que le paiement se fasse à raison, bien sûr, à prorata du travail qui est fait. Raison pour laquelle vous avez vu, en dépit de la crise liée à la Covid-19, mais les routes se construisent. Est-ce que vous êtes endetté? Quelquefois, mais pas toujours. Quelquefois, mais pas toujours. C'est vrai, aucun gouvernement ne peut travailler sans s'endetter. Nous le faisons. Mais même qu'on se le dise, monsieur le gouverneur, il y a vos collègues dans certaines provinces qui ne peuvent même pas emprunter, qui n'ont même pas une certaine crédibilité auprès des banques. Mais ici, c'est le contraire. Bon, c'est quoi le secret encore? Non, en fait, c'est vrai que les banques, jour et nuit, courent derrière nous pour vous prêter. Nous prêter de l'argent. Bon, à certains niveaux, nous nous réservons, mais on sait prendre aussi certains crédits qui sont utiles et on sait aussi le rembourser. Et aujourd'hui, en termes de capacité de financement de nos travaux, non, nous sommes en mesure de financer nos travaux sans pour autant faire recours à des banques. Si vous êtes demandé aujourd'hui de présenter succinctement les quelques grands travaux que vous avez faits depuis un an que vous êtes là, en grande ligne, qu'avez-vous fait réellement? C'est un exercice assez laborieux. Je ne saurais pas vous dire tout ce que j'ai fait parce qu'il y en a beaucoup. Je vais essayer de les faire. Nous avons construit des routes. Les routes ici à Lubumbashi. Nous avons 6 territoires. Dans chaque territoire, presque, il y a des routes que nous avons construites. Nous avons construit des routes à Likasi, nous avons construit des routes à Kasumbalesa, des routes à Kipushi, des routes à Pueto, des routes à Kasenga, bientôt Mitoaba. Donc nous sommes en train de travailler sur Mitoaba. Donc des routes sont faites, il y a des routes en terre battue, mais il y a aussi des routes qui sont asphaltées. L'exemple de Likasi et Kipushi, c'est des routes déjà asphaltées. Et je coupe un peu tout, monsieur le gouverneur. J'ai constaté que, contrairement à certaines routes qu'on avait vues autrefois, que vous avez corrigées un tout petit peu, parce qu'il y avait des couches parfois monocouches, ou parfois des couches mais un peu approximatives que vous avez bouchées. Pourquoi vous avez insisté pour que ces routes soient beaucoup plus renforcées? Vous voulez anticiper ou que ces routes durent beaucoup plus longtemps? Oui, au fait, comme vous m'avez... Vous êtes interrogé sur la priorité qu'on a ici chez nous. Nous sommes rendus compte que nous revenions plus sur les routes. Chaque gouverneur qui vient revient sur les routes. Chaque gouverneur qui vient revient sur les routes. Alors moi, j'ai compris qu'il fallait faire des routes solides, avec toutes les exigences possibles, des routes modernes, comme on l'a dit. Il faut que ce soit des routes avec la canalisation bien assurée. Nous mettons les séparateurs, nous mettons les trottoirs, les pavés également pour lutter contre la poussière, et nous mettons de l'éclairage public, et la couche aussi de l'asphalte n'est plus de 5 cm, maintenant c'est de 6 cm. C'est des couches de 3-3, oui. Donc première couche avec 3 cm, deuxième couche avec 3 cm, donc 6 cm. Et c'est des routes qui sont solides, avec une garantie. Lorsqu'il y a un problème, l'entrepreneur sait revenir. La garantie est de plus de 10 ans. Donc nous avons des routes qui peuvent faire 20, 30, 40 ans aujourd'hui sur la ville de Lubumbashi. Et j'ai toujours rêvé faire des choses proprement et convenablement. Donc je sais généralement, quand je vous ai parlé des valeurs, ce qui fait
qu'on n'arrive pas à construire des routes comme ici. C'est un problème d'antivaleur. C'est un problème d'antivaleur. Sur 1 kilomètre, il faut y bouffer la commission, tout ça. Oui. Alors, j'ai dit, Vous ne connaissez pas les commissions? non, j'ai dit, pas question. Vous faites la route selon mes exigences, sans pour autant se mettre en tête que... Ni vos collaborateurs, ni vos ministres ne s'entendent pas avec les entrepreneurs. Celui que j'attrape, il est sanctionné parce que c'était déjà arrivé, j'ai même sanctionné. Donc c'est des choses que je n'accepte pas et je veux que les entrepreneurs se sentent à l'aise et nous construisent des routes solides. Parce que cet argent, ce n'est pas mon argent, c'est l'argent de la population. La population a droit de voir des routes solides, bien construites, et la population a besoin aussi d'aspirer à autre chose. Il n'y a pas que des routes. Aujourd'hui, nous avons un défi. Depuis que je suis entré comme gouverneur, c'est vrai, ce n'est pas seulement aujourd'hui, depuis les années 90, la province du Haut-Katanga ou la province du Grand Katanga dépend totalement de la Zambie en ce qui concerne la fourniture de maïs ou de la farine. Alors, je me suis dit non, ce n'est pas normal. J'ai trouvé, c'est certes des projets qui consistaient à subventionner les agriculteurs, surtout les petits planteurs, mais j'ai intensifié cela. L'année passée déjà, à peine arrivé, j'ai financé plus ou moins 14 000 hectares. Et cette année, n'eût été la pandémie Covid-19, en tout cas, on aurait dû atteindre 20 000 hectares. Et je voulais, Excellence, vous allez continuer, mais je vous repose cette question pour ceux qui nous suivent. Avez-vous résolu ce problème de maïs ici au Katanga, notamment ici à Lubumbashi? Parce que je sais que la Zambie fait beaucoup de chantage à la RDC, notamment au Katanga, en fermant quelquefois les frontières et à un moment donné, vous avez frisé ici la crise. Est-ce que c'est terminé? Non, en fait, c'est en cours. Nous ne pouvons pas terminer ce phénomène en une seule saison agricole. Il faut s'étaler même sur 5 ans, 10 ans. Mais il faudrait que chaque année... Il y a un début déjà. Il y a déjà un début. Et aujourd'hui, la Zambie ne s'est pas fermée ses frontières, tout simplement parce que nous avons fait des démonstrations et ils ont même l'information que nous avons assez de maïs ici sur terrain. Assez de maïs. Donc, s'ils ferment leurs frontières... En stock, s'ils ferment leurs frontières, donc nous n'allons pas faire recours à eux. Nous allons, pour quelque temps, bien sûr, mais nous n'allons pas tenir pendant longtemps. Alors ça prouve que la deuxième saison, la troisième, la quatrième, la cinquième, il arrivera un certain moment que nous allons commencer à exporter. C'est ça notre rêve, c'est de donner suffisamment de la farine à notre population. Ça, c'est un défi. Et je crois que l'année passée, déjà, à cette période, nous avons déjà connu des problèmes de hausse de prix de farine. Mais cette année, non. Le prix, à certains endroits, le sac de 25 kilos est vendu à 9 $. 9 $, 10 $. Nos stocks à nous ne sont même pas encore exposés. Donc, nous avons encore de l'espoir en cette matière. C'est vrai que nous faisons les routes ici au centre-ville, mais nous faisons aussi des routes de dessert agricole, mais nous appuyons aussi les petits planteurs et même les grands fermiers. Ils ont obtenu également des intrants de notre part. J'ai visité un pont, pour ceux qui connaissent le Lubumbashi, des Kabulameshi, quelque part là, dans la ville. C'était un trou qui avait un peu de l'insécurité, c'était parfois sombre, 18 heures, les gens avaient du mal à passer par là. Ça vous a coûté combien et pourquoi vous avez insisté qu'il y ait aussi de l'éclairage? Oui, en fait, nous avons pu mettre ces ponts. On doit d'abord pas un seul pont, 2 ponts. Le premier pont, c'était un pont de secours pour permettre à ce que la population traverse, ceux de Kabulameshi traversent pour rejoindre la ville. Mais nous avons préféré construire un pont solide aujourd'hui qui peut supporter 60 tonnes 2 fois, donc plus ou moins 120 tonnes. C'est un pont solide. Alors qu'il y avait des buses auparavant et les buses ont été cassées par la puissance de la pluie, des eaux de pluie. Alors aujourd'hui, c'est un pont très solide. Donc j'ai eu à vous dire à un certain moment, le souci qui m'anime, c'est celui de bien faire les choses. Et aujourd'hui, tout le monde est convaincu que c'est bien fait. Et nous avons mis aussi de l'éclairage public au niveau du pont, de sorte que les gens circulent aisément, quelle que soit l'heure.
Et ce n'est pas les 2 seuls ponts que nous avons construits. Nous avons construit un autre pont. Donc, c'est 3 ponts que nous avons construits sur la ville de Lubumbashi. Et il y a d'autres ponts que nous entamons déjà 4 ponts au niveau de l'Ikassi. Donc, nous allons avec les routes, les ponts, l'éclairage public également. On vous a vu avec notamment le ministre de l'Éducation. Nous sommes quasiment à cette période d'examen. On est venu lancer ici les examens au niveau national à l'issue de cette maladie qui a complètement bouleversé le monde. Est-ce que vous avez pris des dispositions pour protéger la population du Haut-Katanga contre la Covid? À 2 ou 3 reprises, vous avez essayé de confiner, mais on sent quand on se balade dans la ville que les gens sont plutôt sereins. Il n'y a pas la psychose, il n'y a pas la peur, comme ça pouvait même se vivre ailleurs. Oui, en fait, c'est une occasion que vous m'offrez de remercier ma population pendant cette période difficile. Je ne dis pas que nous avons vaincu la pandémie, mais je crois que nous avons fait un pas ici chez nous en province. La discipline a été observée. Le mot d'ordre que j'ai donné par moment pour demander aux gens de rester à la maison a été suivi. Et ça a permis à ce que notre équipe de riposte qui était sur terrain puisse isoler tous ceux-là qui étaient suspects, comme on le disait, les contacts de contact. Alors ça a permis de contenir un peu la propagation de cette pandémie. Donc nous avons pris les choses au sérieux, nous y avons mis assez de moyens, sans pour autant attendre que le salut vienne, les secours viennent d'ailleurs, mais nous sommes pris en charge pour assurer cela. Pourquoi nous disons, nous avons le devoir de protéger notre population. Alors, gérer la chose publique, c'est ça aussi la responsabilité. Donc, il me revenait en tant que gouverneur de mettre en place une équipe qui sait répondre. Et effectivement, l'équipe sait répondre. Aujourd'hui, il y a quelques cas seulement, c'est 5 ou 6 cas qui restent. Évidemment, nous avons pu atteindre 300 personnes. Il y a eu des morts, 25 je crois, et puis il y a eu beaucoup de guéris. Donc beaucoup de guérisons. Alors ça a permis à ce qu'aujourd'hui, que tout le monde se sente plus ou moins à l'aise, parce que la population sait qu'elle a affaire à un gouvernement qui est assez assidu et aussi assez attentionné pour résoudre ces problèmes. Donc, alors vous êtes un jeune gouverneur plutôt ambitieux, on va dire, très dynamique. Comment vous voyez cette province à l'issue de ce premier mandat que vous allez faire? bon, je ne voudrais pas jouer à l'autosatisfaction. J'ai l'impression que le temps me trahit. Vous avez peu de temps. J'ai très peu de temps, j'ai beaucoup d'ambition, mais le temps me fait défaut. Et je crois que je vais faire 5 ans de mon mandat et au besoin aussi le renouveler pour faire 10 ans. Oui. Mais néanmoins, en une année, voilà ce que j'ai pu faire. J'ai fait la route Kasavubu, que vous voyez ici. J'ai fait la route Mobutu, le plutôt boulevard Laurent Kabila, et chaussée de Kasenga, c'est en construction, boulevard Lumumba et boulevard Kamanyola. Et donc tout ça en une seule année, c'est beaucoup que j'ai fait ici à Lubumbashi, non seulement à Lubumbashi, mais aussi dans les autres villes de la province ainsi que les territoires. Donc, en peu de temps, nous avons pu faire ce que nous avons fait, mais nous ne sommes pas totalement satisfaits. Mais vous avez 4 ans encore devant vous. Oui, nous ne sommes pas totalement satisfaits. Nous pensons que les 4 ans qui sont devant nous, nous seront profitables. Profitables pour que nous puissions faire, intensifier et faire mieux que ce que nous avons pu faire. Mais nous croyons toujours que le pouvoir central va nous accompagner dans cet élan de développement, ce qui est apprécié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ce qui est apprécié par le Premier ministre Ilunga Kamba, qui a été ici dernièrement, qui a même visité le chantier. Il était étonné et il a exprimé sa satisfaction par rapport à notre sens managérial, et nous pensons aussi que nous allons bénéficier de l'appui de tout le monde pour développer notre province, parce que nous le faisons au profit de notre pays,
nous le faisons au profit de toute notre population. C'est la fierté de notre population de voir des routes bien construites. Lorsque nous arrivons à l'étranger, nous sommes complexés de voir qu'il y a des pays qui n'ont pas de mines, qui n'ont pas de cuivre, qui n'ont pas de cobalt, qui n'ont pas de diamants, mais qui se développent aussi facilement plus que nous. Et c'est révoltant. Alors en tant que gouverneur, je n'ai pas à me plaindre, mais j'ai tout simplement à pratiquer ce que j'ai vu. Et même, on peut même dire à copier ce que j'ai vu. C'est simple de faire cela. Et il faut de la volonté politique. La volonté politique, c'est la force d'abord de croire en soi et d'avoir cette capacité de transformer les choses. Et c'est cette capacité qui m'anime et qui me permet de transformer les choses, en dépit des critiques, en dépit des pressions, en dépit des actes de sabotage. Mais je tiens à ce que ma province se développe. J'ai des comptes à rendre à ma population. J'étais à l'université ici, j'ai trouvé que l'amphithéâtre grandiose là, de l'université de Lubumbashi, vous êtes en train de couvrir. Est-ce que c'est une action de séduction pour les étudiants qui sont non seulement de Lubumbashi, mais qui viennent aussi étudier ici? Mais j'ai vu que les étudiants et même leurs familles étaient sous le soleil. Oui. Et le soleil, il était piquant parce que c'était le soleil du mois d'octobre, d'août, je crois. D'août. Alors je me suis dit non, ce n'est pas possible. C'est révoltant. Nous ne pouvons pas accepter que nous, dirigeants, nous soyons sous l'ombre et que notre population reste sous soleil. Non. C'est comme cela que nous, dirigeants, nous sommes par moments, on peut dire, sensibles pour comprendre le problème de population. Il faut être sensible pour comprendre que là, il faut résoudre. Alors, il n'y a pas de calcul politique? Non, pas du tout. Lorsque j'ai pris la parole, j'ai promis à la population louchoise que l'année prochaine, c'est-à-dire cette année, elle viendra assister à la collation de grade en trouvant l'amphithéâtre couverte d'une voiture. Et j'ai commencé à y travailler. Je n'ai pas assez de moyens, mais un peu plus de volonté. Je crois que vous avez vu que ça évolue déjà. Oui, c'est presque fini. C'est presque fini. Oui. Donc, si je m'y mets encore, ce qui veut dire que je vais finir, je serai dans le temps. Cette fois-ci, la collation, c'est au mois de novembre. Donc, l'ambition, c'est que la population trouve... Alors, est-ce que Jacques Yaboulakatu, on s'achemine vers la fin de cet entretien, est-ce que c'est un homme plutôt politique? C'est un calculateur qui va vers l'ascension et, je dirais, l'ambition provinciale qui va les conduire au niveau de Kinshasa? Ou c'est tout simplement un louchois, un natif, ou plutôt un garçon de l'Ikassi, qui ne voit que le souci, le bonheur de ses compatriotes d'ici? Qu'avez-vous comme ambition à moyen et long terme, peut-être? Je voudrais me confier à vous en disant que j'ai eu la chance de côtoyer des grands de ce pays, des hommes politiques. J'ai côtoyé le sénateur Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République. J'ai été étonné que chaque fois que je l'ai rencontré, j'ai compris une chose, que l'homme aimait son pays. Ah bon? Il aimait son pays d'un amour vrai et sincère. Alors ça, j'ai retenu. La première des choses pour un acteur politique, il faut aimer son pays. Quand vous aimez votre pays, et vous avez la possibilité de mieux faire, quelles que soient vos difficultés, mais tout simplement parce que vous aimez votre pays, plus que vous-même. Alors ça, c'est ce que j'ai copié du sénateur Joseph Kabila, qui aime son pays. Et moi aussi, j'aime mon pays. Les ambitions, bien sûr, tout le monde a des ambitions, mais l'ambition ultime, c'est de servir la population. Et tu peux servir la population partout là où tu es. Mais en tant que leader, tu n'as pas besoin seulement d'être à Kinshasa pour servir la population. Aujourd'hui, je suis gouverneur, je suis en train de servir ma population et ma population est contente. Donc, mais vous êtes un gouverneur qui a de l'ambition, on va dire, du charisme rassembleur. Ici au Katanga, vous êtes beaucoup qui postulaient à rassembler les Katangais. Est-ce que vous êtes dans la même dynamique de rassemblement de vos compatriotes, d'abord d'ici, et au-delà,
viser le nationalisme, l'unité de ce pays au sens profond du terme. J'ai eu au départ à vous dire que la chance que j'ai eue, c'est celle d'être porté par la population. Au niveau provincial, je me présente aux élections, on va m'élire. Au niveau national, on va m'élire. Et gouverneur, on va m'élire. En une seule année, presque. J'ai été élu 3 fois. Ce n'est pas que parce que j'ai donné de l'argent aux gens. Non, pas du tout. Je n'en avais pas. Vous êtes populaire, assez. On vous voit dans vos meetings, vous êtes très tout populaire. Simplement parce on vous appelle d'ailleurs Wandan ici, oui, tout qui simplement veut parce dire que... les natifs d'ici. Non, pas du tout. Wandan, c'est-à-dire quelqu'un qu'on accepte. Le nôtre. Non, au fait, quelqu'un qu'on porte. Voilà. C'est-à-dire, je te porte. Lorsque la population te porte, c'est des milliers de gens qui me portent. Ça voudrait donc dire quoi? Mes ambitions, c'est de répondre à leurs besoins. Donc, mes ambitions, ce n'est pas viser à aller à Kinshasa. Non, mes ambitions, c'est répondre aux besoins de la population. Je suis heureux que j'arrive quelque part, que la population manifeste sa joie. Pas parce que je vais leur donner de l'argent, mais tout simplement parce que j'ai résolu leurs problèmes hier, avant-hier. Alors ça fait de moi... Wandan. Oui. Alors, s'il y avait un modèle pour vous en politique, ça serait lequel? Politique. Vous vous reconnaissez en qui? En quoi? Comme parcours? J'ai eu à vous dire déjà dès le bas âge, quand j'étais aux humanités, j'ai défendu les valeurs. Donc pour moi, le modèle politique d'homme, le modèle d'un homme politique que je puisse adopter aujourd'hui, c'est celui qui a des valeurs. Des valeurs? Des valeurs, oui. Quand on gère la chose publique, on doit faire preuve des valeurs. Les valeurs, c'est-à-dire on doit faire ce qui est exact et le faire correctement. C'est comme ça que j'admire beaucoup d'hommes politiques qui font preuve des valeurs. Et vous savez, il y a critiqué, nous tous, nous avions été, avant d'être au pouvoir, nous avions été ceux-là qui critiquaient ceux qui étaient au pouvoir. Oui. Mais une fois que vous êtes au pouvoir, vous n'avez pas le droit de critiquer, vous avez le droit d'agir. Et il faut agir avec un sens plein de valeurs. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, le modèle politique aujourd'hui, pour Jacques Kaboula, c'est l'homme politique qui fait des choses comme il se doit au profit de la population. Pourquoi vous êtes un homme discret, plutôt effacé? Même lorsque vous sanctionnez, on ne le sent pas. C'est quoi cet tempérament? Bon, il faut dire, ça dépend des natures, mais j'ai compris que je suis aussi chrétien, il faut le dire. J'ai lu la Bible, ou je continue à lire la Bible jusqu'à aujourd'hui. La Bible nous apprend que l'humilité précède la gloire. Alors, il faut être humble et c'est Dieu qui peut vous élever. Il faut vivre naturellement. Il faut simplifier les choses. Au point d'habiter votre maison quand vous étiez ministre des Finances, au point de ne pas avoir beaucoup de gardes, beaucoup de militaires. Je suis passé par chez vous, j'ai vu qu'il y avait un policier devant votre résidence. Mais c'est quand même... c'est fort des cafés, ça. En fait, ce n'est pas facile. J'ai eu beaucoup de réactions de gens qui m'ont demandé de quitter ma résidence privée pour occuper la résidence officielle. Qui existe, qui est somptueuse. Oui, mais je ne pense pas que c'est la vie de la population qui m'entoure, de mes voisins. Parce que j'ai eu une fois à communiquer avec eux. Le plus souvent, j'échange avec eux. Ils ne sont pas d'accord que je quitte leur quartier. Mais l'Impérium, vous êtes gouverneur. Ils pensent que les avantages liés au poste. Ils pensent qu'ils sont bénis à avoir dans leur quartier, sur leur avenue, un gouverneur. Ça suppose quoi? Ça suppose que le gouverneur se rapproche d'eux et il trouvera aussi des problèmes à leur solution. Il ne faut jamais abandonner la population, surtout quand vous êtes au pouvoir. Parce que quel que soit le temps, vous finirez par rentrer vers elle pour lui demander quoi que ce soit. Donc, c'est juste l'expression d'un attachement réel avec ma population.
Je voudrais vivre avec ma population dans les mêmes conditions. Ce n'est pas la maison qui va faire de moi un grand gouverneur ou un bon gouverneur. Non, c'est ce que je suis en train de faire pour cette population. Aujourd'hui, la population me porte, m'appelle Wandani, même lorsque, si vous voulez interdire ma population de m'appeler Wandani, vous aurez des problèmes. Ah oui? Ils le disent parce qu'ils sont eux-mêmes fiers et heureux de porter quelqu'un. Alors tout ça, oui. Mais aussi le pouvoir, nous l'avons aujourd'hui, demain nous ne l'aurons pas. Mais le sens d'humanisme, nous l'aurons aujourd'hui et nous l'aurons pour toujours. Donc je crois que c'est mieux que je reste humain et je sois au service de ma population. Jacques Aboulakat, merci. Merci beaucoup, M. Jean-Marie Kassé. Et restez dans votre simplicité et je vous demande de vous mettre debout et de porter votre masque parce que nous avons terminé cet entretien. Et vous, je vous souhaite tout ce que j'ai vécu ici au Katanga, notamment à Lubumbashi, la simplicité, le modernisme, et avec un gouverneur qui est aussi attentif à la population et surtout à développer cette province d'une manière exponentielle. À très bientôt.